Bonjour, dans cette vidéo, on va effectuer la correction de certains TD concernant cette fois le chapitre numéro 5, portant sur le traitement numérique des signaux, plus précisément la transformation en Z, les systèmes discrets, leur représentation, leur stabilité, et un peu les filtres numériques. Donc le travail numéro 1, donc on a ici une séquence YN, qui représente la sortie d'un filtre numérique. Donc on demande de calculer la transformation en Z de cette séquence, sachant que ce signal peut s'écrire sous la forme analogique de la façon suivante. Donc c'est normal, donc ici si on marque YN, c'est 3 Dirac, une qui est située à l'instant 0, l'autre à l'instant TE, et l'autre à la troisième à l'instant 2 fois TE. Donc la première Dirac elle a été représentée ici, la deuxième Dirac donc avec un retard de TE, d'amplitude de 2, et la troisième Dirac avec un retard de 2 fois TE et d'amplitude 1. Donc on demande de rechercher la transformation en Z de cette séquence. Donc on va utiliser les propriétés de cette transformation en Z, à savoir la linéarité et décalage. Ça veut dire qu'est-ce que ça va donner? Y de Z, Y de T va être remplacé par Y de Z, ça transforme en Z, puis 1 fois la linéarité, la transformation en Z de Dirac, plus 2 fois, ici il y a un décalage de moins 1, donc moins une période, parce que Dirac de T moins TE, ça correspond à Dirac à l'instant N-1, si on veut représenter la séquence numérique. Donc ici, ça devient 2Z-1 fois la transformation en Z de Dirac de T. Ici, il y a un décalage de 2 fois T, donc 1 fois Z-2, transformé en Z de Dirac de T. Et on sait que la transformation en Z de la Dirac, c'est 1. Donc, ce qui donnera au final, la transformation en Z de cette séquence, c'est Y de Z égale à 1 plus 2Z-1 plus Z-2. Là pour la première question. La deuxième question, on demande ensuite de calculer sa transformée de Laplace, c'est-à-dire la transformée de Laplace Y de P ou Y de J oméga, correspondant à cette transformée en Z, par un simple changement de variable. Et là on l'a vu dans le cours, Z c'est tout simplement, ça correspond au changement de variable suivant. Z c'est l'exponentielle P fois TE, P c'est la constante de Laplace, c'est J fois oméga. Donc si on fait ce changement de variable, on retrouve facilement la transformée de Laplace Y de P correspondante, qui est égale à 1 plus 2 fois, au lieu de Z moins 1 c'est exponentielle moins PTE, plus exponentielle moins 2 fois PTE. Donc voilà pour la deuxième question. Donc la troisième question. Alors, si cette séquence Y de N correspond à la réponse d'un filtre, donc elle représente la réponse d'un filtre à l'entrée suivante. Donc là, c'est une séquence X de N. Et là, on va considérer que Y de N, c'est la réponse d'un filtre à ce signal d'entrée X de N. Et on demande de calculer ou de déterminer l'expression de la transmittance T de Z ou H de Z, ici on l'a appelé T de Z, de ce filtre. Donc le filtre il aura comme séquence d'entrée Xn et comme séquence de sortie Y de N, donc T de Z, c'est au fond c'est Y de Z sur X de Z. Le Y de Z on l'a déjà, il suffit de faire la même chose pour le Xn et retrouver le X de Z correspondant. Donc ici le Xn il est formé de 2 Dirac, donc automatiquement l'expression X de T sera égal à 1 fois Dirac de T plus 0,5 Dirac de T moins TE, par analogie à ce qu'on a déjà vu sur la première question. Et après, on va rechercher la transformer en Z. Donc, ça veut dire X de Z, c'est 1, parce que Dirac de T, c'est transformé en Z, c'est 1 plus 0,5. Et s'il y a un décalage de moins 1, donc c'est 0,5 Z moins 1 fois la transformée en Z de Dirac, qui est égal à 1. Donc, X de Z sera égal à 1 plus 0,5 Z moins 1. Donc, automatiquement, on peut facilement retrouver T de Z, la transmittance ou la fonction de transfert de ce filtre, Y de Z sur X de Z. Le Y de Z, on l'a trouvé, c'est ici, c'est 1 plus 2Z moins 1 plus Z moins 2 sur le X de Z qu'on vient de retrouver, c'est 1 plus 0,5 Z moins 1. Donc, on peut mettre ça sous forme d'un polynôme. Donc, ce sera, on multiplie
la puissance la plus élevée c'est z au carré, donc on multiplie en haut par z au carré, en bas par z au carré, et on trouve c'est z au carré plus 2z plus 1 sur z facteur de z plus 0,5 plus 0,5. Donc la première écriture ici elle est utile quand on veut retrouver par exemple l'équation de récurrence ou l'équation de différence, l'équation de récurrence ou l'équation aux différences correspondant au filtre par exemple. La deuxième écriture elle est utile quand on voudra retrouver les zéros et les pôles, surtout les pôles pour discuter la stabilité. Donc voilà pour la troisième question. Donc une fois on a retrouvé cette transmittance en z, t de z, on demande, c'est normal, la suite c'est en déduire l'algorithme du filtre numérique. Donc première étape, donc il y a ici trois questions en une seule. L'algorithme du filtre numérique. Après on va décider sa réponse en considérant qu'on a un échelon comme signal d'entrée. Et à la fin on va estimer la transmittance en continu. Donc trois petites questions. Donc on va commencer par la première, l'algorithme du filtre numérique. Donc pour l'algorithme, comme je viens de dire il y a quelques instants, c'est cette écriture qui est utile. Donc on va la prendre et on va retrouver le y de z en fonction de x de z. Donc on aura y de z fois 1 plus 0,5 z moins 1 égale à x de z fois 1 plus 2 z moins 1 plus z moins 2. On aura ça. Donc y de z plus 0,5 z moins 1 y de z égale à x de z plus 2 z moins 1 x de z plus z moins 2 x de z. Pourquoi cette écriture elle est plus utile que celle-là? Vu ici on aura les retards qui sont très visibles et qui nous faciliteront après le passage vers les séquences x de n et y de n. C'est ce qu'on va faire, on va utiliser le tableau des transformés en z, mais en recherchant la transformée en z inverse. Donc, voilà. Donc, le y de z deviendra y de n égale, le x de z deviendra x de n, z moins 1 x de z, c'est x de n moins 1, c'est un retard de moins 1 fois 2, plus z moins 2 x de z, c'est un retard de 2, donc xn moins 2, et ce terme-là va passer de ce côté-là, on aura moins 0,5, donc z moins 1 y de z, c'est yn moins 1. Donc voilà l'algorithme du filtre numérique, ou l'équation aux différences, ou l'équation de récurrence. Trois termes qui veulent dire la même chose. Première partie de la question, ok. Deuxième partie, maintenant on veut dessiner la réponse de ce filtre à un échelon. Alors c'est quoi l'échelon? Je rappelle, donc ça c'est l'échelon, la séquence correspondant à un échelon. Donc ce sont des Dirac, un ensemble de Dirac. Donc ici c'est epsilon, c'est le symbole de l'échelon. Mais pour nous, j'ai mis x de n. Mon signal d'entrée x de n sera représenté par une somme de Dirac de 0 jusqu'à l'infini. Leur amplitude est égale à 1. C'est le saut unité ou l'échelon unité. On va commencer par rechercher les différents y. Donc commençons par le premier élément de la séquence, c'est y0. Donc y0 sera égal à x0. Voilà. Plus x moins 1. Le x moins 1 il est nul. Il n'existe pas. X moins 2 il est nul. Et y moins 1 lui aussi il est nul. Donc le seul terme qui reste pour 0 c'est x0. Et le x0 il est là. Il est égal à 1. Donc y0 sera égal à 1. Maintenant le deuxième élément de la séquence c'est y1. Donc y1 c'est x1 n égale à 1. Donc x1 plus 2x. On aura ici 0. Plus 2x0. Plus x. 1 moins 2 c'est moins 1. Donc x moins 1. Donc c'est nul. Moins 0,5 y0. Pourquoi? Parce que 1 moins 1 c'est 0. Donc on obtient cette équation. Donc x1 plus 2x0. Parce que 1 moins 1 c'est 0. Moins 0,5 y0. Ce terme x moins 1 il est nul. On fait le calcul, on trouve c'est 2,5. On remplace x1 par 1, x0 par 1 parce qu'on a x0, x1 sont toujours égales. Les x sont tous égales à 1. Et le y0 c'est la valeur précédente, c'est 1. On fait le calcul, c'est 2,5. On fait la même chose pour x2. Pour y2, je m'excuse. Donc y2 sera égal à x2, c'est 1.
plus 2, x1, parce que 2 moins 1, c'est 1. C'est 1, donc ça fait 3. Plus x, n moins 2, c'est x0, cette fois. Donc ça fait 4. Moins 0,5 fois y, 2 moins 1, c'est 1. Donc 0,5 fois 2,5. On fait le calcul, on va trouver que c'est 2,75. Et on continue de la même façon, y3 pour y4 pour y5. Donc voilà le calcul des éléments de la séquence yn, les 6 premiers éléments de cette séquence correspondant à la réponse à un échelon. Donc si on veut tracer ces séquences, on retrouvera ça. Donc voilà, donc le y0 c'est 1, y1 c'est pour TE c'est 2,5, puis 2,75 et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'à l'entrée il y avait un échelon unitaire, et à la sortie voilà la réponse. Donc ça a tendance à se stabiliser avec une valeur à peu près ici de 2,65. Donc la réponse à un échelon, c'est un échelon après une petite oscillation ici, c'est un échelon après un régime transitoire, mais qui va se stabiliser à une autre valeur de 2,65. C'est pour ça que la question suivante, la troisième partie de la question arrive. Qu'est-ce qu'elle dit cette troisième partie? Estimer la transmittance en continu de ce filtre. Alors par définition, donc là c'est un complément de cours, on n'a pas vu ça dans le cours. Donc la transmittance en continu est donnée par la valeur finale de y de n. C'est-à-dire y quand n tend vers l'infini, pour bien sûr pour l'échelon, pour un signal d'entrée sous forme d'échelon, ce qui est le cas pour nous ici. Donc alors, comment on détermine cette transmittance en continu? T0 qui correspond à la valeur finale de y de n, c'est-à-dire y quand n tend vers l'infini. Alors là, on va utiliser la propriété de la valeur finale. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? On a vu dans le cours, on n'a pas encore utilisé. Y pour n tend vers l'infini, c'est la valeur finale de y. C'est limite quand z tend vers 1 de z moins 1 fois y de z. Tout ça quand le signal d'entrée est un échelon. Donc il suffit de retrouver à quoi égale y de z, la remplacer ici, et essayer de calculer la limite quand z tend vers 1. Donc le y de z, on la retrouve ici. À quoi égale y de z? C'est t de z fois x de z. C'est-à-dire tout ça, voilà, tout ça, fois x de z. X de z, c'est celle-là. Alors pourquoi j'ai mis z sur z moins 1? Pour la simple raison que ça, c'est la transformée en z d'un échelon. On va considérer que le signal d'entrée est un échelon. Donc le x de z sera la transformée en z de cet échelon. Il suffit de consulter le tableau des transformés en z. Donc voilà mon y de z. C'est t de z fois le x de z. Et puisque le x de z c'est un échelon, on a mis ici sa transformée en z. Je prends ça et je remplace dans l'équation ici, pour la limite. Alors si vous voyez bien, le z ici, d'abord ici, le z se simplifie avec le z. Et le z moins 1 se simplifie avec ce z moins 1. Ce qui restera la limite, donc y, la valeur finale de y. Donc c'est limite, la limite quand z tend vers 1 de, qu'est-ce qui va rester? Uniquement ce terme-là. Donc z au carré plus 2z plus 1 sur z plus 0,5. On remplace z par 1, on trouve à peu près 2,66. Donc ça confirme les calculs qu'on avait fait pour la séquence. Donc voilà pour cette question à 3 branches. Donc l'algorithme, la réponse à un échelon et la transmittance en continu qui correspond à la valeur finale de y de n quand le signal d'entrée est un échelon unitaire. Alors maintenant, la prochaine question concernera la stabilité. Donc toujours avec notre filtre, on demande d'étudier la stabilité. Alors là, donc on rappelle que pour la stabilité, c'est la deuxième équation qui va servir, et surtout l'équation caractéristique de la fonction de transfert en z. On va rechercher les pôles, c'est-à-dire les racines de cette équation caractéristique. Alors pour les pôles,
Donc on va poser l'équation caractéristique. Donc z égale à z fois z plus 0,5 égale à 0, ça donnera 2 pôles. Donc cette équation s'annulera pour z égale à 0, premier pôle, et pour z égale à moins 0,5, donc deuxième pôle. Donc 0 et moins 0,5. Et après on va essayer de voir est-ce que ces pôles se trouvent à l'intérieur du cercle unité. Donc on en rappelle le cercle unité de celui-là, cercle des rayons imaginaires, et on va représenter ces pôles dans ce cercle. Donc P1 il sera ici, P2 moins 0,5, donc les deux sont à l'intérieur du cercle unité, donc le filtre il est stable. Maintenant la dernière question, est-ce qu'il s'agit d'un filtre récursif ou non récursif? Donc et là pour répondre à cette question, c'est l'équation de récurrence de notre filtre, ou l'équation de différence qu'on a déjà retrouvée, donc on va la rappeler, c'est la suivante. Donc c'est elle qui va répondre à cette question. Et on voit bien ici que la sortie y de n, la séquence, dépend des valeurs de la séquence d'entrée x de n, mais aussi elle dépend des valeurs de la séquence y de n, des séquences y de n précédentes. D'accord, des valeurs précédentes de la séquence y de n. Donc, puisque y de n dépend des valeurs précédentes de la sortie, donc automatiquement, c'est un filtre récursif. Plus précisément, donc à réponse impulsionnelle infinie. Donc, quand est-ce qu'il sera non récursif? C'est y de n ne dépend que des valeurs de la séquence d'entrée x de n. Mais quand y de n dépend des valeurs de la séquence d'entrée x de n et des précédentes valeurs de y de n, là, comme ce cas-là, c'est un filtre récursif. Donc voilà pour ce travail. Passons maintenant au travail numéro 2. Alors je rappelle que il y a un fichier PDF, il y a un lien dans la description de la vidéo, un lien vers le fichier PDF qui contient les travaux de les TD qu'on est en train de corriger dans cette vidéo. Donc on revient, donc le travail numéro 2, donc on va considérer ici un système numérique décrit par son équation aux différences. Donc y de n égale à 2 fois xn moins 1 plus 3 quarts yn moins 1 moins 1 huitième yn moins 2. Première question, représenter ce système numérique par son schéma fonctionnel. Alors le schéma fonctionnel, donc, c'est une représentation graphique de l'équation en différence avec on va voir comment. Donc on pose xn ici, on pose yn, on essaie de retrouver xn en fonction de on essaie de retrouver y de n en fonction de x de n. Donc ici on n'a pas xn, on a le xn-1. Donc on va essayer de retrouver xn-1 à partir de xn. Donc on va multiplier par un opérateur z-1 pour retrouver xn-1. Puis on va multiplier par, ça c'est le symbole de la multiplication, on va multiplier par 2. Et pour retrouver y de n, on va ajouter quoi? Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter yn-1 fois un coefficient et yn-2 fois un autre coefficient. Donc, pour retrouver y-1, je vais multiplier par un opérateur z-1. Pour retrouver yn-2, je multiplie par un opérateur z-2. Et je vais ajouter yn-2 et yn-1, chacun multiplié par son coefficient respectif. Ici c'est moins 1 huitième, moins 0,125, ici 3 quarts. Et on va ajouter le tout à 2 fois xn-1 qu'on a déjà préparé pour retrouver y de n. Donc il y a une deuxième façon de représenter ce schéma fonctionnel, surtout pour les équations linéaires comme c'est le cas ici. Donc c'est cette façon-là, donc on a un sigma généralisé où on va ajouter tout ce qui concerne les séquences x de n et ici les séquences y de n quand il y a récursivité. Donc on a ici x de n, on va retrouver xn-1 à l'aide du retard, multiplié par 2, on ajoute yn-1 multiplié par 0,5 plus yn-2 multiplié par moins 0,125. Donc voilà pour cette deuxième question. Maintenant on va parler de la stabilité. Donc la deuxième question, conclure sur la stabilité du système. Donc alors pour la stabilité on est obligé de retrouver la transformer en z.
Donc le départ ici, c'est l'équation de récurrence. Donc on retrouve la transformée en z correspondant à chaque terme, avec bien sûr les deux propriétés de linéarité et de décalage temporel. Donc ici yn, c'est y de z. xn-1, c'est z-1 x de z, multiplié par 2. yn-1, c'est z-1 y de z, multiplié par 3 quarts. Et yn-2, c'est z-2 y de z, multiplié par moins 1 huitième. Puis, on va retrouver h de z, c'est y de z sur x de z. On va mettre les y de z, les regrouper. On va retrouver cette équation-là. Puis, puisqu'on veut la stabilité, on va essayer de rechercher la puissance la plus élevée ici entre numérateur et dénominateur, c'est z au carré. On multiplie en bas par z au carré et en haut par z au carré pour avoir un polynôme. Donc, on aura ici en haut z au carré fois tout ça, c'est 2z. En bas, on aura z au carré moins 3 quarts z plus 1 huitième. Et on retrouve ici les pôles de ce h de z à l'aide de l'équation caractéristique. Donc, on trouve un delta de 1 sur 16 de l'équation caractéristique. Et les deux pôles, c'est P1, puisque delta est positif, les deux pôles sont réels. 0,25 pour P1, P2, c'est 0,5. On voit bien que le filtre sera stable. Voilà, le premier pôle, c'est 0,25. Deuxième pôle, c'est 0,5. Ils sont réels purs. Et on peut dire que le système, il est stable. Donc la dernière question de ce travail, c'est la réponse impulsionnelle. Alors c'est quoi la réponse impulsionnelle? Donc y de n, donc elle va correspondre à la réponse dans le cas où il y a une impulsion de Dirac conciliable d'entrée. C'est-à-dire le x de n sera égal à Dirac de n, et on va voir quelle sera la réponse y de n. Donc pour rechercher y de n, on va d'abord faire comme on faisait pour la transformée de Fourier. On recherche d'abord y de j oméga, et après on faisait la transformée de Fourier inverse pour retrouver y de t. La même chose ici, on va rechercher y de z, la transformer en z, et après avoir recherché la transformer en z, y de z, on va utiliser la transformée, on va utiliser le tableau des transformés en z pour faire la transformée en z inverse et retrouver y de n à partir de y de z. Donc notre point de départ c'est y de z, c'est h de z fois x de z, c'est h de z. Pourquoi? Parce que x de z sera égal à 1 dans le cas où x de n est une impulsion de Dirac. Ça transforme en z, c'est 1. Donc le y de z, c'est h de z. Le h de z, je l'ai mis sous cette forme. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a retrouvé qu'il y avait deux pôles, 0,5 et 0,25, donc c'est 2z. Donc on a déjà démontré cette équation-là, mais uniquement le dénominateur, je l'ai mis sous cette forme. Et là, en consultant la table de transformée en z, je vais essayer de le mettre sous forme d'une somme de ces termes-là. Parce que ces termes-là permettront de retrouver plus facilement le y de n qu'on recherche, qui est un exponentiel. Donc, je vais décomposer ce h de z en deux termes z. Donc, a fois z sur z moins 0,5 plus b fois z sur z moins 0,25 pour avoir toujours cette équation-là, cette forme, avec dans le premier cas ici a égale à 0,5 et dans le deuxième cas ici a égale à 0,25. Donc après on va essayer de calculer à quoi égale a et b, et on va retrouver que a égale à 8 et b égale à moins 8. C'est un simple calcul à faire. Donc le y de z a été mis sous la forme 8 fois z sur z moins 0,5 moins 8 fois z sur z moins 0,25. Donc ce terme-là, donc ça devient maintenant plus facile de retrouver le y de n. C'est 8 fois donc z sur z moins a, c'est a à la puissance n. Et le a ici c'est 0,5. Donc z sur z moins 0,5, c'est 0,5 fois à la puissance n. Et ici z sur z moins 0,25, c'est 0,25 à la puissance n. Donc voilà la réponse impulsionnelle. Donc je répète la méthode. Donc si on vous demande la réponse impulsionnelle à chercher, donc elle correspond tout simplement à la réponse y de n correspondant à une entrée sous forme d'impulsion de Dirac. On ne va pas la retrouver directement. On va essayer d'abord de retrouver y de z.
correspondant à x de z égale à 1. C'est-à-dire tout simplement h de z. Donc on va essayer de mettre ce h de z sous forme d'une somme de termes qu'on retrouve dans le tableau des transformés en z. Et après, on va faire la transformation en z inverse pour retrouver la séquence de sortie y de n. Donc voilà pour ce deuxième travail. Alors le troisième travail maintenant, c'est un travail de synthèse. Donc complet, il reprend un peu le chapitre de la numérisation en plus du traitement numérique. Donc ça concerne l'étude de l'acquisition et du traitement d'un électrocardiographe. Alors on va commencer tout d'abord par la présentation du système. Donc en effet, la propagation de l'activité électrique cardiaque provoque l'apparition de différents potentiels, des tensions très faibles à la surface du corps, qui peuvent être enregistrés en différents points. Donc ce sont des points de référence généralement sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle l'électrocardiogramme ou le CG. Alors ces potentiels ils seront prélevés à l'aide de ce qu'on appelle des électrodes qui sont positionnés sur le corps humain. Donc chez un professionnel, il y a en général 12 électrodes qu'on positionne partout sur l'abdomen, les mains, surtout l'abdomen, les mains. Mais ici, il y a une version light, donc c'est un exemple classique. Il consiste à prélever les potentiels sur les poignets ici du patient. Donc comme le montre cette figure, donc on va prélever deux potentiels. Donc un potentiel de la main droite et un potentiel de la main gauche. Donc le potentiel VM ici il sera choisi comme référence masse pour l'électronique de mesure et pour l'ensemble des tensions. Donc pour avoir une référence commune. Donc la différence de potentiel entre le poignet droit et la masse UR ici c'est VR moins VM, et celle au niveau du poignet gauche UL c'est VL moins VM. Et il y a une chaîne de traitement et d'acquisition qui permet à partir de ces potentiels de donner l'électrocardiogramme à la fin. Alors c'est quoi cette chaîne d'acquisition? Donc on va prendre les deux potentiels UR, UL. On va bien sûr attaquer un amplificateur d'instrumentation qui va amplifier le signal. Puis c'est une chaîne typique d'acquisition et de traitement numérique. Donc il y a un filtre anti-repliement, échantillonneur bloqueur, suivi d'un convertisseur analogique numérique. Puis il y a un traitement numérique et un stockage pour pouvoir tracer le CG et faire un diagnostic au final. Donc la figure suivante montre un exemple d'électrocardiogramme issu de ce traitement-là, ce traitement numérique. Il précise les points importants et utiles dans un diagnostic médical. Il y a 4 points, P, le Q, le R, le S, donc parfois le T, donc P, Q, R, S, T. Donc ces points-là, ce sont leur fréquence, est-ce qu'ils apparaissent oui ou non. Donc ils permettent de diagnostiquer, de faire le diagnostic médical. Mais nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le traitement. Donc comment on arrive à traiter le signal pour retrouver cet électrocardiogramme au départ. Parce que n'oubliez pas qu'on va prélever plusieurs signaux de référence. Ici, dans notre cas, on va prélever 2. Et à partir de ces 2, on va essayer de tracer l'électrocardiogramme. Nous, on va pas voir le détail, mais le détail du traitement. Donc, on va voir surtout tout ce qui est acquisition d'abord. Et pour le traitement, on va voir un peu de filtrage. Donc, on se concentrera sur l'acquisition. Et une fois les signaux acquis à l'intérieur du microcontrôleur, le traitement, on va s'arrêter au niveau du filtrage. Donc, première étape, c'est pour l'acquisition, le choix de la fréquence d'échantillonnage. Donc, l'information utile d'un signal ECG est comprise. Donc, on va essayer de déterminer dans cette partie-là. Donc, le but, c'est de
de mettre en évidence les précautions à prendre pour assurer un bon échantillonnage des signaux VS de T. Donc, le signal VS de T à la sortie de l'ampli d'instrumentation, parce que je vous rappelle, l'ampli d'instrumentation, qu'est-ce qu'on lui a fourni? Le potentiel UR et le potentiel UL, et qu'est-ce qu'il a fourni à la sortie? Un VS, qui est en général la différence entre les deux. Donc on se retrouve à la fin avec un seul signal VS de T qu'on va traiter. C'est-à-dire on va échantillonner après bien sûr filtre anti-repliement, puis on va convertir analogiquement avec un convertisseur analogique numérique avant d'être traité et stocké. Donc c'est-à-dire l'acquisition et le traitement va se concentrer sur le signal VS de T qui provient de cet amplificateur d'instrumentation. Alors, ce signal VS de T, voilà, ça c'est son spectre. Donc, il a un spectre de fréquence dans une bande qui va de 0 à 100 Hz. C'est ce qui est indiqué. Donc, l'information utile du signal VS de T qui va nous fournir le CG est comprise dans une bande de fréquence de 0 à Fmax avec Fmax égale à 100 Hz. Donc, on considère qu'à partir de 100 Hz, les raies sont très très faibles. Là, c'est un zoom. Qu'est-ce qu'on a zoomé? On a zoomé les 4 premières raies ici. On a zoomé les 4 premières raies. Donc, on voit bien que la première fréquence, elle commence à partir de 1 Hz. Donc, ça, c'est le spectre du signal VS de T qu'on va traiter. Donc, première question, relever la période, puis la fréquence du signal ECG qu'on veut générer. Donc, voilà le signal ECG. Donc, si je regarde bien, la partie qui se répète, c'est toute cette partie-là. Voilà, elle se répète. Il suffit de chercher l'instant où il a commencé à se répéter à partir d'ici, si on voit bien. Donc, elle commence à se répéter à partir d'ici. Donc, c'est-à-dire la période, elle est là. Donc, c'est 1 seconde. Donc, la fréquence de l'ECG sera de 1 Hz. Deuxième question, exprimer cette fréquence en nombre de battements par minute. Donc là, ça veut dire qu'il y aura un battement par seconde. Donc, un battement pendant 1 seconde. Donc par minute, ça deviendra 60 battements par minute. Donc ça, c'est uniquement 2 petites questions pour s'échauffer un peu. Il n'a rien à voir avec ce qu'on veut nous, c'est l'échantillonnage et tout ça. La troisième question là, c'est utile. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Cette fréquence-là, fréquence de l'ECG, 1 Hz, on vous demande, on revient sur le spectre, comparer cette fréquence aux différentes fréquences du spectre de VS de T. Quel nom particulier on doit avoir à cette fréquence? Donc si on voit bien le 1 Hz ici, c'est ça, c'est la première fréquence dans ce spectre. Et toutes les autres fréquences, qu'est-ce que vous remarquez? Ce sont des multiples de ce 1 Hz. Il n'y a pas 1,5, il n'y a pas 2,8, il y a 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc ça veut dire le 1, là, cette première fréquence-là, on l'appelle fondamentale. Donc cette fréquence est identique à celle de la première raie. Donc le 1 Hz, c'est la fréquence fondamentale. À partir de cette fréquence-là, c'est ce qu'on a vu dans les séries de Fourier. Donc F02, F03, F0, ainsi de suite. C'est un signal périodique. Donc automatiquement, son spectre, il est discret comme on a vu. C'est un ensemble de raies qui sont des multiples de la fréquence de notre signal d'origine. D'accord. Dernière question. N'oubliez pas, l'idée de départ, c'est on va essayer de déterminer la fréquence d'échantillonnage. Donc voilà le signal qu'on veut échantillonner. D'après la condition de Shannon, donner la fréquence minimale correcte d'échantillonnage qu'on peut choisir. D'accord. Que dit Shannon? Shannon dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois Fmax. Avec Fmax, la fréquence maximale du signal qu'on veut échantillonner. Ça permet d'éviter les repliements et ça permet de conserver la nature du signal. Ça permet de conserver le signal d'origine sans le déformer. Donc voilà, il faut que FE soit supérieur à 2 fois Fmax. Et d'après ce spectre, et d'après ce qu'on a dit, la fréquence maximale du spectre du signal d'entrée, c'est 100 Hz. Donc automatiquement, FE doit être supérieur
à 200 Hz. Donc la fréquence minimale, c'est 200 Hz. 200, 210, et ainsi de suite. En dessous de 200 Hz, la Shannon n'est pas respectée. Donc voilà pour cette question. Donc on a pu déterminer la fréquence minimale d'échantillonnage qu'on peut choisir. Alors pour le reste, pour des raisons technologiques, la fréquence d'échantillonnage qui sera utilisée, c'est 448 Hz. C'est 448 Hz pour le reste du travail. Alors, deuxième partie, maintenant on va essayer d'échantillonner ce signal à cette fréquence, la fréquence de 448 Hz, mais sans utiliser le filtre anti-repliement, et voir est-ce qu'il y aura un problème. D'accord. On considère maintenant que le secteur, c'est-à-dire le bruit de ligne, la tension du secteur va générer deux tensions harmoniques parasites, deux fréquences. Donc là, c'est mon spectre d'origine qu'on a déjà vu, il est limité à 100 Hz, et le réseau m'a généré deux fréquences parasites, une à 150 Hz, et l'autre à 400 Hz, ici. D'accord. Les fréquences F1 et F2, est-ce qu'elles vérifient-elles la condition de Shannon? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne vont pas entraîner un repliement? D'accord. Que dit Shannon? On revient toujours. On a dit FE doit être supérieur à 2 fois Fmax. Ça veut dire que Fmax doit être inférieur à FE sur 2, c'est-à-dire 224 Hz. Sachant que on a choisi 448 comme fréquence d'échantillonnage. Donc on voit bien que F1 vérifie cette condition. 150 Hz c'est inférieur à 224 Hz. Mais F2 ne vérifie pas cette condition. Parce que le 400 Hz de F2 ici, donc il est supérieur à 224 Hz. Donc il va nous créer un problème au niveau du repliement spectral comme on va voir. Donc voilà pour la réponse à cette question. Et on va confirmer cela, la question numéro 6. Qu'est-ce qu'on demande? Donner le spectre du signal échantillonné sans utilisation bien sûr du filtre anti-repliement. C'est-à-dire on va laisser les tensions parasites harmoniques sans les filtrer. Et on va échantillonner. On rappelle l'échantillonnage, ça veut dire le spectre qu'on va retrouver, c'est le spectre d'origine qui sera dupliqué au niveau de la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire il sera dupliqué à FE, 2FE, ainsi de suite. Donc ici, je vais tracer uniquement dans cette partie, je ne vais pas tracer pour le reste, pour voir est-ce qu'il y aura du repliement spectral et surtout, est-ce qu'il y aura des raies qui vont parasiter notre spectre d'origine. Donc logiquement, on aura le FE plus serré, tout ça, puis FE moins. Donc on aura FE moins ce spectre, puisque le maximum c'est 100. Donc 448 moins 100, ça donnera 348. Donc le spectre se retrouvera, voilà, se retrouvera jusqu'à la fréquence 348. Voilà. Après, on aura FE moins F2 et FE moins F1 de ce côté-là. Je ne parle pas de l'autre côté où il y aura l'autre côté ici, de ce côté-là. On aura FE plus F2 et FE plus F1. Commençons par FE moins F1. Donc 448 moins F1 qui est égal à 150, on va retrouver 298. Donc F1'. Voilà, ça c'est l'arrêt de repliement correspondant à cette fréquence, à F1. Maintenant, la deuxième fréquence, c'est 400. Donc 448 moins 400, ça donnera 48 Hz. Voilà. Donc le 400 Hz se retrouvera replié à 48 Hz. Et la 150 se retrouvera à 298. Cette raie ne cause pas un problème. On a vu que le 150 Hz, il vérifie Shannon. Donc quand il va être dupliqué, il ne va pas entraîner un repliement spectral. Mais là, on remarque que le 400 Hz, il a créé une impulsion parasite F2 48 Hz qui va F'2 qui va parasiter mon spectre d'origine.
Donc c'est ça le problème quand on n'utilise pas le filtre anti-repliement. On peut se retrouver avec des fréquences qui ne vérifient pas Shannon, et quand ils seront échantillonnés avec la duplication du spectre, ils vont venir parasiter mon spectre d'origine. Donc on ne pourra pas retrouver le signal d'origine. On le retrouvera, mais il sera parasité par cette fréquence de 48 Hz. Donc la solution, c'est essayer d'utiliser un filtre anti-repliement qui élimine toutes les fréquences qui ne vérifient pas Shannon. C'est ça l'idée. D'ailleurs, c'est la troisième partie. Donc le filtre anti-repliement. Donc on va essayer de faire des petits calculs qui sont très pratiques. Première question, pour une fréquence d'échantillon de 448 qu'on utilise, indiquez la fréquence minimale qui peut causer un repliement spectral au niveau du spectre du signal utile. C'est-à-dire quelle est la fréquence minimale qui va me causer un problème, qui pourra me causer un problème. Alors, ça veut dire que la fréquence minimale F1000 susceptible de se replier sans influencer le spectre utile. Ça veut dire il y aura une fréquence qui va se replier. Il y a quelques instants. Pourquoi cette fréquence qui a été créée, c'était FE moins F2. FE moins F2, qu'est-ce qu'elle a donné? Une fréquence de 48 qui est inférieure à 100. Tant que le FE moins F, le FE moins la fréquence parasite est inférieur à 100, ça cause un problème. Quand il est supérieur à 100, ça ne cause pas un problème. Donc ça veut dire, la limite c'est que, la limite c'est que FE moins la fréquence qui va causer un problème inférieur ou égal à 100 Hz. Donc ça c'est un problème. Donc le F, toutes les fréquences qui causeront problème, vérifie cette condition. FE moins ces fréquences deviennent inférieures à 100 Hz et ils vont venir empiéter le spectre d'origine. Donc ça veut dire F comment F va passer ici. Toutes les fréquences F qui sont supérieures ou égales à FE moins 100 causeront un problème. Parce que pour toute cette fréquence, le FE moins F deviendra inférieur à 100 Hz. Et on se retrouve avec l'arrêt ici. Si je calcule FE moins 100, ça donnera 348 Hz. Toutes les fréquences supérieures ou égales à 348 Hz causeront problème. Ce qui a été le cas pour 400 Hz. Donc, et j'ai ma fréquence minimale. Ça, c'est la fréquence minimale qui peut causer problème. À partir de cette fréquence, j'ai un problème. 348, 349, toutes les fréquences qui sont supérieures à 348 vont entraîner un repliement spectral. Donc déjà, cette question vous permettra après de refaire le calcul dans différents cahiers de charges ou différentes études de cas pour savoir les limites et surtout pour savoir comment dimensionner le filtre anti-repliement. Maintenant, la question suivante, la dernière question qui est importante, pour la fréquence d'échantillonnage choisi, 448, quelle doit être la valeur de la fréquence de coupure du filtre anti-repliement pour éviter ces problèmes-là? Donc la règle, c'est la suivante. Il faut que la fréquence de coupure soit égale à FE sur 2. C'est-à-dire la fréquence maximale qui est acceptable. C'est FE sur 2. 224 Hz. C'est-à-dire mon filtre doit être ici. 224 Hz. Comme ça, il n'y a aucun problème. Parce que toutes les fréquences qui sont inférieures à 224 Hz vérifient Shannon. Parce que c'est FE sur 2. Donc je fais un filtre comme ça. Et je suis tranquille du côté repliement. Donc c'est la règle générale. On l'a vu dans nos cours. La fréquence de coupure du filtre anti-repliement doit être égale à, ça c'est la fréquence minimale, donc c'est FE sur 2 qui est égal à 224 Hz. Non, c'est la fréquence maximale. C'est la fréquence maximale du filtre anti-repliement. S'il la dépasse, donc, s'il est inférieur, pas de problème. Si je prends un filtre qui est inférieur à 224, filtre de fréquence de coupure, pas de problème. Mais la fréquence maximale comme fréquence de coupure, c'est FE sur 2, c'est 224.
Et là, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que la bande passant d'un tel filtre, c'est 224 Hz, et elle est compatible avec le signal utile qui est égal à 100 Hz. Voilà, c'est un exemple typique de dimensionnement d'un filtre anti-repliement en fonction du signal utile ici. Maintenant, la dernière partie, c'est le traitement numérique. Comme j'ai dit, on va se limiter uniquement au filtrage qu'on a vu dans le cours. Donc le traitement numérique qui est représenté ici, donc on a vu qu'il est réalisé par on a déjà dit ça dans le cours, par un microcontrôleur qui permettra d'implémenter un algorithme. Ça peut être l'algorithme d'un filtre ou d'autres choses. Donc ici on va voir les filtres, parce que c'est eux qu'on a vu dans le cours. Donc on a le choix entre deux filtres. Filtre 1 qui a pour équation de récurrence Sn égale à A0En plus A1En moins 1 plus A2En moins 2, et ainsi de suite. Ici, vous ne pas être bouleversé. Je sais que dans le cours, on a l'habitude de faire Y de N et X de N. Y de N, c'est la sortie, X de N, c'est l'entrée. Ici, c'est au lieu de Y de N, c'est S de N. Au lieu de X de N, c'est E de N. Donc, ça ne doit pas vous déstabiliser. Donc, le filtre 2 ici a pour une potentiellement utilisable, c'est celui-là. Il a pour équation de récurrence Sn égale à A0En plus A1En moins 1 plus A2En moins 1 plus B1Sn moins 1 plus B2Sn moins 2, ainsi de suite. Première question. Identifiez parmi ces deux filtres celui qui est récursif et celui qui ne l'est pas. On a vu déjà dans un ancien TD, leur filtre récursif, c'est celui dont la séquence de sortie dépend des valeurs précédentes de cette même séquence de sortie. Non récursif, la sortie ne dépend que de l'entrée. Donc on voit bien que le filtre 1 vérifie ça. Donc le filtre 1, il est non récursif pour la simple raison que Sn ne dépend que des En. Le filtre 2, il est récursif parce que Sn dépend de En et des valeurs précédentes de Sn. Maintenant, on va opter pour un filtrage récursif, c'est-à-dire celui-là. Donc, le filtrage qu'on désire implémenter est un filtre numérique récursif à réponse impulsionnelle infinie de type passe-bas. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut le réaliser à partir d'un modèle analogique, par la méthode de la transformation bilinéaire qu'on a vu dans le cours. C'est-à-dire, on va prendre un filtre passe-bas, 1 sur 1 plus tau P, ou 1 plus J oméga sur oméga 0, donc c'est la même chose. Ici, j'ai mis l'écriture de la place. S de P sur E de P avec tau égale à 0,15. Voilà le filtre analogique que je veux numériser. Et pour cela, on a vu qu'il y a la transformation bilinéaire qui permet de faire un changement de variable, c'est-à-dire on remplace P par cette expression 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Avec bien sûr notre fréquence d'échantillonnage qui est égal à 448. Voilà le principe de la transformation bilinéaire, c'est-à-dire on va utiliser ce changement de variable pour retrouver le filtre numérique correspondant. D'ailleurs, c'est la première question. Trouver H de Z, la fonction de transfert du filtre numérique qui correspond à ce H de P. Donc je prends le H de P et je remplace P par Z. Je m'excuse, je remplace P par ce terme-là. Donc on aura H de Z. S de Z sur E de Z, c'est 1 plus tout ça fois tau. C'est-à-dire 2 tau sur TE1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Et j'essaie de mettre ça sous une forme connue, donc dénominateur commun. Je mets le dénominateur en haut, puis je divise par TE, le tout par TE, et je mets le Z-, je factorise en bas par Z-1. Voilà l'expression que j'obtiens. Donc 1 plus Z-1 sur 1 plus 2 tau sur TE, plus 1 moins 2 tau sur TE fois Z-1. Alors comme deuxième question, mettre R de Z sous cette forme. Donc la mettre sous la forme 1 plus Z-1 sur B0 plus B1 Z-1. Donc ça commence à ressembler à un filtre. Donc ici, le B0 ici, par analogie, c'est ce terme-là. B0, c'est 1 plus 2 tau fois la fréquence FE. Le B1, c'est ce terme-là. 1 moins 2 tau fois la fréquence FE. Je remplace tau et FE par leurs valeurs respectives. Et j'obtiens B0 égale 1,1030.
1344. B1 c'est 0,8656. J'espère que j'ai pas fait d'erreur numérique, de calcul numérique. On n'avait qu'à revérifier. Donc voilà. Donc voilà le filtre H2Z numérique correspondant à ce filtre passe-pas analogique en utilisant la méthode de la transformation bilinéaire. Maintenant on va un petit peu étudier la stabilité de ce filtre. Donc pour la stabilité, les pôles, ici c'est très facile pour les pôles. On a B0, l'équation caractéristique, B0Z plus B1 égale à 0. C'est-à-dire Z sera égal à moins B1 sur B0. C'est ça mon pôle, moins 0. 763, donc c'est négatif. Et c'est à réel pur et à l'intérieur du cercle d'unité, donc filtre stable. Et dernière question, c'est établir l'équation de récurrence du filtre numérique. Donc pour l'équation de récurrence, c'est la deuxième partie qui est utile, comme on a déjà vu. Donc on pose H de Z, et on trouve S de Z en fonction de E de Z. Donc on aura S de Z fois B0, plus S de Z, B1 Z-1, égale à E de Z plus E de Z, Z-1. Et on fait la transformation en Z inverse. Donc ici, on obtiendra B0 S de N, plus B1, ici c'est S de N-1, égale à E de N, plus E de N-1. Et bien sûr, l'algorithme, c'est rechercher S de N, en fonction de... Donc S de N sera égal à cette équation-là. Après avoir remplacé B0 et B1 par leurs valeurs respectives, on obtient S de N est égal à 0,88 E de N plus 0,88 E de N-1, moins 0,76 S de N-1. Et voilà notre algorithme prêt à être implémenté. Merci pour votre attention et à notre prochaine vidéo.